Le crépuscule d'octobre enveloppait le petit village de Verzy d'une brume dorée, et Élodie Martin pressait le pas sur le chemin de terre qui menait à leur modeste maison. Les vignobles s'étendaient à perte de vue, leurs feuilles roussies murmurant des secrets au vent automnal. À 24 ans, elle portait sur ses épaules le poids d'une famille brisée et d'un avenir incertain. « Élodie !» La voix de sa demi-sœur Clara résonna depuis la fenêtre ouverte. À 16 ans, Clara possédait encore cette innocence qu'Élodie s'efforçait de préserver malgré leurs difficultés croissantes. En poussant la porte d'entrée, Élodie fut accueillie par l'odeur familière de la soupe aux légumes et le silence pesant qui régnait depuis des mois dans leur foyer. Bernard Rousseau, son beau-père, était assis à la table de la cuisine, les mains jointes et le regard fuyant. Devant lui, une enveloppe en papier vélin portait un sceau qu'elle ne reconnaissait pas. « Nous devons parler !» dit Bernard d'une voix éraillée par l'anxiété. Élodie suspendit son manteau au crochet près de la porte et s'installa face à lui. Clara, sentant la tension, disparut silencieusement dans sa chambre. Le tic-tac de l'horloge murale semblait amplifier le malaise ambiant. « Les créanciers !» commença Bernard, puis il s'arrêta, passant une main tremblante dans ses cheveux grisonnants. « Nous avons reçu un dernier avis. Si nous ne payons pas les 45 000 € avant la fin du mois, ils saisiront la maison. » Le cœur d'Élodie se serra. Elle connaissait leur situation précaire depuis la mort de sa mère 3 ans plus tôt, mais elle n'imaginait pas que les choses avaient empiré à ce point. « J'ai trouvé une solution, » poursuivit Bernard, évitant toujours son regard. « Un homme, un parent éloigné de ta défunte mère. Il s'appelle Mathieu Delacroix. » Le nom ne lui disait rien, mais quelque chose dans le ton de Bernard la mit en alerte. « Il a proposé de régler toutes nos dettes, » continua-t-il en fixant l'enveloppe. « En échange, tu devras l'épouser. » Le silence qui suivit était assourdissant. Élodie crut d'abord avoir mal entendu, mais l'expression coupable de Bernard confirma ses craintes. « Tu plaisantes ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « C'est un arrangement respectable, » se défendit Bernard. « Il a 40 ans, il est établi. Il cherche une épouse pour des raisons personnelles et nous avons besoin d'aide. Ta mère aurait voulu que tu sois en sécurité. » Élodie se leva brusquement, la chaise grinçant contre le sol carrelé. « Tu veux me vendre à un inconnu ? Ce n'est pas... » Bernard déglutit péniblement. « Il s'agit d'un contrat de mariage, temporaire, 12 mois seulement. Après cela, tu seras libre, avec une compensation financière qui t'assurera un avenir. » « Et Clara ?» demanda Élodie, sa voix se brisant légèrement. « Elle pourra continuer ses études. Nous aurons un toit. Elle ne manquera de rien. » Élodie ferma les yeux, sentant le poids du monde s'abattre sur elle. Dans sa chambre, elle entendait Clara réviser ses cours de mathématiques, inconsciente du drame qui se jouait à quelques mètres d'elle. Cette jeune fille brillante méritait mieux qu'une vie marquée par la précarité et l'incertitude. « Qui est cet homme ?» demanda-t-elle finalement. Bernard ouvrit l'enveloppe et en sortit une photographie. L'image révélait un homme aux traits ciselés, aux cheveux brun foncé légèrement grisonnants sur les tempes et aux yeux d'un bleu intense qui semblait percer l'objectif. Il portait un costume sombre d'une élégance incontestable. Mathieu Delacroix, il vit à Paris, c'est tout ce que je sais. Élodie examina le visage de cet inconnu qui pourrait devenir son mari. Il y avait quelque chose de magnétique dans son regard, mais aussi une froideur qui la fit frissonner. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Il a dit que c'était un honneur envers la mémoire de ta mère, qu'il se sentait redevable envers la famille. Le mensonge était évident dans la voix de Bernard, mais Élodie n'avait plus la force de creuser davantage. Dehors, la nuit tombait, et les premières étoiles apparaissaient dans le ciel champenois. « Combien de temps ai-je pour décider ? Le mariage doit avoir lieu dans 2 semaines. À Paris. 2 semaines. 14 jours pour dire adieu à la seule vie qu'elle ait jamais connue, pour accepter un destin qu'elle n'avait jamais choisi. » Cette nuit-là, allongée dans son lit étroit, Élodie contemplait le plafond fissuré de sa chambre d'enfant. À travers la cloison, elle entendait les respirations paisibles de Clara. Sa petite sœur rêvait peut-être de devenir médecin, comme elle en parlait souvent. Grâce à ce sacrifice, ses rêves pourraient devenir réalité.
Au matin, quand Bernard frappa timidement à sa porte, Élodie avait pris sa décision. « J'accepte », dit-elle simplement, et ces deux mots changèrent le cours de sa vie à jamais. 2 semaines plus tard, Élodie se tenait sur le quai de la gare de l'Est, serrant contre elle sa valise en cuir usé qui contenait toute sa vie. Le train en provenance de Reims venait de la déposer dans un monde qu'elle ne connaissait que par les films et les magazines. Paris l'entourait de son vacarme et de sa grandeur intimidante. Le chauffeur qui l'attendait portait un costume impeccable et tenait une pancarte avec son nom. Sans un mot, il prit sa valise et la guida vers une Mercedes noire aux vitres teintées. Élodie n'avait jamais monté dans une voiture d'un tel luxe. Le cuir des sièges exhalait un parfum de richesse qui contrastait violemment avec l'odeur de lavande de sa chambre d'enfant. « Monsieur Delacroix vous attend », dit simplement le chauffeur en démarrant. Le trajet à travers Paris fut un tourbillon de découvertes. Les Champs-Élysées défilaient avec leurs boutiques scintillantes, l'Arc de Triomphe se dressait majestueusement, et bientôt, ils pénétrèrent dans le 16e arrondissement. L'avenue Foch s'ouvrait devant eux, bordée d'hôtels particuliers qui semblaient sortir d'un conte de fées. La voiture s'arrêta devant une façade de pierre blanche, ornée de balcons en fer forgé. Un portail s'ouvrit automatiquement, révélant une cour pavée et un jardin parfaitement entretenu. Élodie resta un moment immobile, ébahie par la magnificence des lieux. « Mademoiselle ?» Le chauffeur attendait patiemment qu'elle descende. Les portes principales s'ouvrirent avant même qu'elle n'atteigne le perron. Un homme grand et élégant apparut dans l'encadrement. Mathieu Delacroix, en personne. La photographie ne rendait pas justice à sa présence imposante. Il portait un costume gris anthracite parfaitement taillé, et ses yeux bleus la détaillaient avec une intensité troublante. « Élodie », dit-il simplement, sa voix grave résonnant dans l'air frais d'octobre. « Monsieur Delacroix », répondit-elle, surprise par sa propre voix qui ne tremblait pas. Il s'avança et, d'un geste courtois mais distant, lui offrit son bras. « Bienvenue chez vous ». L'intérieur de la demeure était encore plus somptueux que l'extérieur. Le hall d'entrée, avec son plafond voûté et son escalier de marbre, évoquait un palais. Des œuvres d'art ornaient les murs, et chaque meuble semblait avoir été choisi avec un goût exquis. « Madame Beaumont va vous montrer vos appartements », annonça Mathieu en désignant une femme d'âge mûr, aux cheveux argentés, vêtue d'un tailleur marine impeccable. « Vos appartements ?» répéta Élodie, désorientée. « Nous faisons chambre à part », précisa Mathieu avec une froideur qui la glaça. « Cet arrangement est purement pratique. » Madame Beaumont, qui semblait être la gouvernante, guida Élodie vers l'étage supérieur. La chambre qui lui était destinée était 3 fois plus grande que toute leur maison de Verzy. Un lit à baldaquin trônait au centre, entouré de meubles anciens. De larges fenêtres donnaient sur un jardin privé où quelques roses tardives fleurissaient encore. « Monsieur Delacroix dîne à 20 heures précises », informa Madame Beaumont. « Une tenue appropriée vous attend dans l'armoire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, sonnez. » « Ah !» Seule, enfin, Élodie s'assit au bord du lit et laissa échapper un soupir tremblant. Tout cela lui semblait irréel. Elle ouvrit sa valise et en sortit la photographie de sa mère qu'elle posa sur la table de nuit. Le visage doux de Marie-Claire Martin lui sourit, comme pour l'encourager. L'armoire révéla une collection de robes qui valait probablement plus que le salaire annuel de Bernard. Elle choisit une robe noire simple mais élégante et se regarda dans le grand miroir ancien. La jeune femme qui lui faisait face paraissait sophistiquée, mais ses yeux trahissaient sa vulnérabilité. À 20 heures précises, elle descendit dans la salle à manger. Mathieu était déjà installé au bout d'une longue table dressée avec une vaisselle de porcelaine fine. Il avait troqué sa veste contre un pull en cachemire qui soulignait sa silhouette athlétique. « Vous êtes ponctuel », remarqua-t-il en se levant poliment. Le dîner se déroula dans un silence presque total, brisé seulement par le tintement discret des couverts. Un personnel invisible servait des mets raffinés qu'Élodie n'avait jamais goûtés. Elle observait son mystérieux époux à la dérobée, cherchant à percer le mystère de cet homme qui avait bouleversé sa vie. « Pourquoi ?» finit-elle par demander, posant sa fourchette. Mathieu leva les yeux vers elle. « Pourquoi quoi? Pourquoi moi? Pourquoi ce mariage? Vous pourriez épouser n'importe qui. » Un sourire sans joie effleura ses lèvres. « Les apparences, mademoiselle Martin.
Dans le monde des affaires, un homme de mon âge célibataire suscite des questionnements. J'ai besoin d'une épouse présentable pour maintenir ma crédibilité professionnelle. Et après, dans 12 mois, vous recevrez votre compensation financière et nous reprendrons nos vies séparées. Simple. Élodie sentit une pointe de colère monter en elle. Vous parlez de notre mariage comme d'un contrat commercial. C'est exactement ce que c'est, répliqua-t-il froidement. Mais quand leurs regards se croisèrent, elle crut percevoir une faille dans cette façade de glace. Une seconde seulement avant que Mathieu ne détourne les yeux. Cette nuit-là, dans son lit trop grand, Élodie contemplait les ombres dansantes projetées par les réverbères sur le plafond orné de moulures. Elle pensait à Clara, probablement en train de faire ses devoirs dans leur petite maison de Verzy, et à Bernard, qui pouvait enfin dormir sans craindre les huissiers. Elle était prisonnière dorée dans cette cage de marbre et de soie, mariée à un inconnu, qui la traitait comme un objet de décoration. Mais quelque chose dans les yeux de Mathieu Delacroix l'intriguait. Derrière cette froideur calculée, elle avait entrevu une blessure, une solitude qui faisait écho à la sienne. Le lendemain matin commencerait sa nouvelle vie, une vie qu'elle était déterminée à comprendre et, peut-être, à transformer. Le réveil d'Élodie fut brutal. Un rayon de soleil filtrait à travers les rideaux de soie, illuminant sa chambre parisienne d'une lumière dorée qu'elle n'avait jamais vue à Verzy. Le silence de la grande demeure contrastait avec les bruits familiers de la campagne qui berçaient habituellement ses matins. Un coup discret à la porte la tira de ses pensées. Madame Beaumont entra, portant un plateau d'argent garni d'un petit déjeuner raffiné. Monsieur Delacroix souhaite vous voir dans son bureau à 10 heures, annonça la gouvernante en posant le plateau sur une table près de la fenêtre. Il y a certaines formalités à régler. Élodie consulta la pendule ancienne sur la cheminée. 9h15. Elle avait juste le temps de prendre ce qui ressemblait au petit déjeuner le plus élégant de sa vie. Croissant, encore tiède, confiture de fraises maison, café dans une tasse de porcelaine si fine qu'elle craignait de la briser. À 10 heures précises, elle frappa à la porte du bureau de Mathieu. La pièce était un écrin de masculinité raffinée. Bibliothèque en acajou massif, bureau en pierre, fauteuil de cuir cognac. Mathieu se tenait debout près de la fenêtre, contemplant le jardin. Il portait un costume bleu marine qui soulignait l'élégance naturelle de sa silhouette. « Asseyez-vous », dit-il sans se retourner. Élodie prit place dans l'un des fauteuils, remarquant les documents étalés sur le bureau. Des contrats, des formulaires officiels et une photographie qu'elle ne put identifier à distance. Mathieu se tourna enfin vers elle. Dans la lumière du matin, ses traits paraissaient moins sévères, mais son regard restait impénétrable. « Nous devons établir certaines règles », commença-t-il en s'installant derrière son bureau. « Notre arrangement, bien que temporaire, nécessite une certaine cohérence publique. » Il poussa vers elle un document dactylographié. « Voici ce que j'attends de vous. » Élodie parcourut la liste, ses yeux s'écarquillant au fur et à mesure de sa lecture. Participation obligatoire aux événements mondains, tenue vestimentaire appropriée, discrétion absolue sur la nature contractuelle de leur union, pas de contact avec la presse. Vous me demandez de jouer un rôle, dit-elle en relevant la tête. C'est exactement cela. Vous êtes maintenant Madame Delacroix. Cette identité s'accompagne de responsabilités. Et mes propres besoins, mes envies, un sourire ironique effleura les lèvres de Mathieu. Vous aurez tout le loisir de satisfaire vos envies. Shopping aux Galeries Lafayette, déjeuner au Plaza Athénée, soins dans les spas les plus exclusifs de Paris. N'est-ce pas suffisant? La condescendance dans sa voix piqua Élodie au vif. Vous pensez que je suis une petite provinciale facilement éblouie par le luxe? N'est-ce pas le cas? Répliqua-t-il, sa froideur retrouvée. Élodie se leva brusquement, froissant le contrat entre ses mains. Vous ne savez rien de moi. Vous m'avez acheté comme on achète un meuble, et maintenant vous voulez me dicter ma conduite? Je vous rappelle que vous avez accepté cet arrangement de votre plein gré. Par nécessité, cria-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce feutrée. Croyez-vous que j'avais le choix? Pensez-vous que j'ai rêvé de devenir l'épouse accessoire d'un homme qui me traite comme un objet? Pour la première fois depuis son arrivée, elle vit une émotion traverser le visage de Mathieu. De la surprise, peut-être même du respect. Vous avez du caractère, observa-t-il après un silence.
plus que vous ne l'imaginez. Il contourna le bureau et s'approcha d'elle, si près qu'elle put sentir son eau de Cologne masculine, mélange de bergamote et de cèdre. Dans ce cas, nous devrons apprendre à coexister. Sous quelles conditions? Mathieu réfléchit un moment, comme s'il réévaluait la situation. Vous respectez les apparences publiques, et en privé. Nous gardons nos distances. Chacun sa vie, chacun son espace. Et si j'ai des questions, si j'ai besoin de comprendre certaines choses, quel genre de choses? Élodie hésita, puis décida de jouer franc jeu. Pourquoi un homme comme vous a-t-il besoin d'un mariage arrangé? Vous êtes beau, riche, intelligent, les femmes doivent se bousculer à votre porte. Une ombre passa dans les yeux de Mathieu. Les femmes qui me courtisent ne s'intéressent qu'à ma fortune. Au moins avec vous, les cartes sont sur la table. Vous pensez que je ne m'intéresse qu'à votre argent? N'est-ce pas le cas? Cette fois, ce fut Élodie qui sourit. Monsieur Delacroix, si je ne m'intéressais qu'à l'argent, j'aurais accepté votre offre avec joie et reconnaissance. Au lieu de cela, je suis là à vous tenir tête. Qu'est-ce que cela vous dit sur mes motivations réelles? Mathieu la regarda longuement, comme s'il la découvrait vraiment pour la première fois. Que vous êtes plus complexe que je ne le pensais. Exactement. Et peut-être que vous l'êtes aussi. Un silence s'installa entre eux, moins tendu que les précédents. Élodie sentait qu'un équilibre fragile venait de s'établir. Très bien, dit finalement Mathieu. Nous commencerons par un événement simple. Demain soir, dîner de gala pour l'ouverture de la nouvelle boutique Delacroix, place Vendôme. Vous m'accompagnerez. Dans quel rôle? Épouse aimante ou accessoire décoratif? À vous de voir, surprenez-moi. Il retourna s'asseoir à son bureau, signal clair que l'entretien était terminé. Mais au moment où Élodie atteignait la porte, sa voix l'arrêta. Élodie? Elle se retourna. Pour la première fois, il avait prononcé son prénom avec une douceur qu'elle ne lui connaissait pas. Cette conversation, elle ne ressemblait à aucune de celles que j'ai eues avec d'autres femmes. « Tant mieux », répliqua-t-elle avec un sourire en coin. « Je déteste la banalité. » En refermant la porte derrière elle, Élodie sentit qu'elle venait de remporter une première victoire. Mathieu Delacroix n'était peut-être pas l'homme de glace qu'il prétendait être, et elle était bien décidée à le découvrir. Le lendemain matin, Élodie fut réveillée par un balai d'activités inhabituelles dans la demeure. Des voix féminines résonnaient dans le couloir, ponctuées par le claquement de talons sur le marbre. Madame Beaumont apparut dans l'encadrement de la porte, suivie de 3 femmes élégantes portant des housses à vêtements et des mallettes de maquillage. Monsieur Delacroix a commandé une équipe de stylistes pour vous préparer à la soirée, annonça la gouvernante avec un sourire bienveillant. Élodie, encore en chemise de nuit, se sentit soudain très exposée face à ces inconnus qui la détaillaient d'un œil professionnel. « Mademoiselle Martin, je suis Céleste Dubois », se présenta la plus âgée du groupe, une femme aux cheveux platine coiffés en chignon impeccable. « Nous allons faire de vous la plus belle femme de Paris ce soir. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon de transformation. Céleste et son équipe travaillaient avec une précision chirurgicale, testant différentes robes, ajustant les ourlets, harmonisant les couleurs. Élodie se sentait comme une poupée qu'on habille et déshabille selon les caprices de ses propriétaires. « Cette couleur bleu nuit met vos yeux en valeur », commentait Céleste en ajustant une robe de soirée Dior. « Et cette coupe empire allonge votre silhouette. Monsieur Delacroix a bon goût. »« C'est lui qui a choisi ?» demanda Élodie, surprise. « Personnellement, il connaît parfaitement les goûts de sa clientèle. Après tout, son empire repose sur l'élégance française. » Vers 15 heures, Mathieu frappa à la porte de la chambre. « Puis-je entrer ?» Élodie, drapée dans un peignoir de soie, acquiesça. Il entra et s'arrêta net en la voyant. Ses cheveux châtains, habituellement tirés en queue de cheval simple, tombaient maintenant en boucles sophistiquées sur ses épaules. Le maquillage subtil rehaussait ses traits naturels sans les masquer. « Vous êtes... » Il chercha ses mots, ce qui ne lui ressemblait pas. « Différente. »« Meilleure ou pire ?» demanda-t-elle avec une pointe de défi. « Surprenante ?» répondit-il après un silence. « Comme toujours. » Il s'approcha d'elle et sortit un écrin de velours noir de sa poche. « Ceci complétera votre tenue. » Élodie ouvrit l'écrin et retint son souffle.
Un collier de saphir et diamants scintillait à l'intérieur, d'une beauté à couper le souffle. « Je ne peux pas porter cela, » murmura-t-elle. « C'est trop. C'est une création Delacroix. Vous représentez ma marque ce soir. Il faut que vous soyez parfaite. » Il contourna sa chaise et, délicatement, passa le collier autour de son cou. Ses doigts effleurèrent sa nuque, provoquant un frisson qu'elle ne put dissimuler. Dans le miroir, elle le vit fermer le fermoir avec une concentration intense. « Voilà, » dit-il, sa voix légèrement enrouée. « Maintenant, vous ressemblez vraiment à Madame Delacroix. » Leurs regards se croisèrent dans le reflet, et pendant un instant, l'atmosphère se chargea d'une tension nouvelle. Puis Mathieu recula brusquement. « Je vous attends en bas à 19 heures, » dit-il, avant de quitter précipitamment la pièce. Céleste, qui avait assisté à la scène, sourit mystérieusement. « Il vous regarde différemment, » observa-t-elle en français. « Que voulez-vous dire? J'habille les femmes de l'élite parisienne depuis 20 ans. Je reconnais le regard d'un homme séduit quand je le vois. » À 19 heures précises, Élodie descendit le grand escalier. Sa robe de soirée bleu nuit épousait parfaitement ses formes, et le collier de saphir captait la lumière du lustre de cristal. Elle se sentait comme une princesse sortie d'un conte de fées. Mathieu l'attendait dans le hall, resplendissant dans son smoking noir. Quand il la vit apparaître, son expression se figea. Elle descendait lentement, une main glissant sur la rampe de marbre, consciente de l'effet qu'elle produisait. « Vous êtes éblouissante, » dit-il simplement quand elle arriva à sa hauteur. « Merci, » répondit-elle, remarquant qu'il semblait sincère pour la première fois. Le trajet vers la place Vendôme se déroula dans un silence chargé d'électricité. Élodie observait Paris qui scintillait dans la nuit, tandis que Mathieu la regardait à la dérobée, croyant qu'elle ne s'en apercevait pas. La boutique Delacroix était illuminée comme un joyau. Des photographes attendèrent devant l'entrée et une foule d'invités élégants se pressait à l'intérieur. Quand leur voiture s'arrêta, Mathieu se tourna vers elle. « Êtes-vous prête? Pourquoi? Pour jouer votre rôle d'épouse heureuse. » Élodie lui sourit, mais cette fois, son sourire avait quelque chose de mystérieux. « Qui vous dit que je joue ?» Il la regarda, décontenancé, puis descendit de voiture pour lui ouvrir la portière. Dès qu'ils apparurent ensemble, les flashs crépitèrent. Mathieu glissa naturellement son bras autour de sa taille et elle se surprit à apprécier cette proximité. « Souriez » murmura-t-il à son oreille. « Je souris déjà » répondit-elle, et c'était vrai. À l'intérieur de la boutique, tout le gratin parisien se pressait autour des vitrines, où s'exposaient les dernières créations de la maison Delacroix. Bijoux somptueux, montres d'exception, tout respirait le luxe à l'état pur. « Mathieu, mon cher !» Un homme distingué aux cheveux argentés s'approcha d'eux. « Et voici donc la mystérieuse épouse dont tout Paris parle. Permettez-moi de vous présenter ma femme, Élodie, » dit Mathieu, avec une fierté qui semblait authentique. « Enchanté, » dit Élodie en tendant sa main gantée. « Pierre Rousseau, président de la Chambre de commerce. Vous êtes encore plus belle que ne le disent les rumeurs. » Pendant l'heure qui suivit, Élodie fut présentée à dizaines de personnalités. Banquiers, aristocrates, dirigeants d'entreprises, tous semblaient curieux de rencontrer la femme qui avait conquis le cœur du célibataire le plus convoité de Paris. Ce qui frappa Élodie, c'était la façon dont Mathieu se comportait avec elle. Attentionné sans être possessif, fier sans être exhibitionniste, il jouait parfaitement son rôle d'époux épris. Mais était-ce vraiment un rôle ? « Vous formez un couple magnifique, » leur dit une femme élégante. « On sent une vraie complicité entre vous. » Élodie sentit la main de Mathieu se resserrer légèrement sur sa taille. « Nous nous complétons parfaitement, » répondit-il, et quelque chose dans sa voix suggérait qu'il ne parlait plus seulement pour les apparences. La soirée se termina dans l'euphorie. Les ventes avaient dépassé toutes les prévisions et plusieurs magazines demandaient déjà une interview du couple Delacroix. Dans la voiture qui les ramenait avenue Foch, Élodie était épuisée, mais exaltée. « C'était incroyable, » dit-elle en retirant ses escarpins. « Vous avez été parfaite, » reconnut Mathieu. « Naturelle, élégante, intelligente, exactement ce qu'il fallait. »« Merci, » dit-elle, touchée par ce compliment inattendu. Élodie, il hésita puis se lança. « Ce soir, j'ai eu l'impression que nous étions vraiment... » « Quoi ? Mariés ?
acheva-t-il dans un souffle. Elle le regarda, surprise par cette confession. Dans la pénombre de la voiture, elle distinguait à peine ses traits, mais elle sentait qu'il venait de lui révéler quelque chose d'important. « Moi aussi », avoua-t-elle. Les jours qui suivirent le gala marquèrent un changement subtil mais perceptible dans la dynamique entre Élodie et Mathieu. Il ne s'agissait plus simplement de coexister sous le même toit, mais d'une curiosité mutuelle, grandissante, qui se manifestait par de petits gestes, des regards prolongés, des conversations qui s'éternisaient. Ce matin-là, Élodie découvrit Mathieu dans la bibliothèque, penché sur des documents financiers. Il portait un pull en cachemire gris et un pantalon sombre, une tenue décontractée qui le rendait plus accessible que ses sempiternels costumes 3 pièces. « Je ne voulais pas vous déranger », dit-elle en s'apprêtant à ressortir. « Restez », dit-il en levant les yeux, « à moins que vous n'ayez quelque chose de plus important à faire. » Élodie s'approcha des rayonnages, laissant ses doigts courir sur les reliures de cuir. « Vous avez lu tous ces livres ? » ?»« La plupart. Les affaires laissent peu de temps pour les loisirs, mais j'ai toujours aimé lire. Et vous ? » ?»« J'adore les romans. Balzac, Hugo, Dumas. Ma mère me lisait des histoires tous les soirs quand j'étais petite. » Sa voix se teinta de mélancolie. Elle disait que les livres étaient des portes vers d'autres vies. Mathieu posa son stylo et l'observa attentivement. « Parlez-moi d'elle. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, surprise par son intérêt soudain. « Parce que vous changez quand vous en parlez. Votre visage s'illumine, puis s'assombrit. J'aimerais comprendre. » Élodie s'assit dans le fauteuil en face de lui, touchée par cette demande inattendue. Marie-Claire était lumineuse. Elle trouvait de la beauté partout, même dans notre petite vie modeste. Elle cultivait des roses dans notre jardin, cousait mes robes, chantait en préparant le dîner. Comment est-elle morte? Un cancer, foudroyant. En 6 mois, elle était partie. Élodie ferma les yeux, luttant contre l'émotion. Elle m'a fait promettre de prendre soin de Clara, de ne jamais abandonner mes rêves. Parfois, j'ai l'impression de l'avoir trahie. En m'épousant, en acceptant une vie qui n'est pas la mienne, en vivant dans une cage dorée au lieu de poursuivre mes propres aspirations. Mathieu se leva et contourna le bureau pour s'approcher d'elle. « Quels étaient vos rêves ? » ?»« Enseigner. J'ai toujours voulu être institutrice. Transmettre aux enfants l'amour des livres et de l'apprentissage que ma mère m'avait donné. » Elle rit amèrement. « Ridicule, n'est-ce pas? Une ambition si ordinaire. »« Pas du tout, » dit-il avec une sincérité qui la surprit. « C'est noble, bien plus que tout ce que je fais. Vous dirigez un empire, vous créez de la beauté, vous employez des centaines de personnes. Je vends du luxe à des gens qui en ont déjà trop. Vous auriez formé des esprits, ouvert des horizons. C'est infiniment plus précieux. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Madame Beaumont, qui annonça la visite impromptue de la mère de Mathieu. Élodie vit immédiatement le visage de son mari se fermer, comme si un masque venait de retomber. « Faites-la entrer dans le salon », dit-il d'une voix redevenue froide. Quelques minutes plus tard, Élodie fut présentée à Marguerite Delacroix, une femme de 65 ans à l'élégance glaciale. Tout en elle respirait l'aristocratie parisienne. Port altier, bijoux discrets mais coûteux, regard scrutateur qui jaugeait et jugeait en une seconde. « Ainsi voici la jeune femme qui a séduit mon fils », dit-elle, en détaillant Élodie de la tête aux pieds. « Maman, permettez-moi de vous présenter Élodie, ma femme. »« Enchantée, Madame Delacroix », dit Élodie en tendant la main. Marguerite lui serra les doigts, avec une froideur calculée. Delacroix également, désormais. J'espère que vous êtes consciente de ce que représente ce nom. Maman, intervint Mathieu, un avertissement dans la voix. Quoi? J'ai le droit de m'inquiéter pour l'avenir de notre famille. Elle se tourna vers Élodie. D'où venez-vous, ma chère? De Verzy, près de Reims. Ah, la campagne. Charmant. Et vos parents? Élodie sentit le piège se refermer, mais décida de jouer franc jeu. Ma mère est décédée. Mon beau-père travaille dans les vignobles. Je vois. Le ton de Marguerite était lourd de sous-entendu. Et comment avez-vous rencontré Mathieu? Par l'intermédiaire de la famille, répondit Mathieu sèchement, comme beaucoup de unions de notre milieu. Bien sûr, Marguerite sourit, mais ses yeux restaient de froid.
J'espère que vous comprenez, ma chère Élodie, que être une Delacroix implique certaines responsabilités. Nous évoluons dans un monde où chaque geste, chaque parole est scrutée. Je commence à m'en rendre compte, répondit Élodie avec dignité. Parfait. Mathieu a besoin d'une épouse qui comprenne les enjeux. Son poste de PDG dépend aussi de sa stabilité personnelle. Le conseil d'administration surveille de près sa vie privée. Élodie comprit soudain une partie du puzzle. « C'est pour cela que vous aviez besoin de vous marier ?» demanda-t-elle à Mathieu. Avant qu'il puisse répondre, Marguerite intervint. « Mon fils doit donner l'image d'un homme stable et responsable. À 40 ans, son célibat commençait à poser des questions. « Maman, cela suffit !» dit Mathieu, clairement agacé. « Je dis simplement la vérité. D'ailleurs, j'espère que vous songez déjà à nous donner un héritier. La lignée Delacroix. Nous venons tout juste de nous marier, » coupa Mathieu. « Laissez-nous le temps. » Après le départ de Marguerite, un silence pesant s'installa entre eux. Élodie se sentait humiliée, réduite au rôle de reproductrice dans une dynastie qu'elle n'avait pas choisie. « Je suis désolé, » dit finalement Mathieu. « Ma mère peut être difficile. Elle a été très claire sur mes fonctions, épouse présentable, future mère d'héritier, gardienne de l'image familiale. Ce n'est pas ce que je veux de vous. » « Vraiment ?» Élodie le défia du regard. « Alors qu'est-ce que vous voulez ?» Mathieu hésita comme s'il se battait contre lui-même. « Je ne sais plus. Au début, c'était simple, un arrangement pratique. Mais maintenant, quand je vous regarde, j'oublie pourquoi j'ai fait cela. » Cette confession prononcée d'une voix à peine audible bouleversa Élodie. Elle s'approcha de lui, consciente qu'il franchissait une ligne invisible. « Moi aussi j'oublie, » avoua-t-elle, « et ça me fait peur. » Ils se tenaient maintenant très près l'un de l'autre, l'air chargé d'une tension presque palpable. Mathieu leva la main vers son visage, puis s'arrêta. « Nous ne devrions pas, » murmura-t-il. « Pourquoi ? Parce que dans 10 mois, vous partirez, et je ne suis pas sûr de pouvoir vous laisser partir. » Cette admission les frappa tous les deux de plein fouet. Ils venaient de reconnaître que leur arrangement dépassait largement le cadre d'un simple contrat. Quelque chose de réel, de dangereux, était en train de naître entre eux, et cela changeait tout. Les jours suivant la visite de Marguerite Delacroix furent marqués par une étrange danse entre Élodie et Mathieu. Ils s'évitaient sans se fuir vraiment, conscients que quelque chose d'irréversible s'était produit entre eux, mais terrifiés par les implications de cette révélation. Ce samedi matin de novembre, Paris s'habillait de couleurs automnales. Élodie se réveilla avec une envie irrépressible de sortir de la cage dorée de l'avenue Foch. Elle descendit à la cuisine, où elle trouva Mathieu attablé devant un café, vêtu d'un jean et d'un pull-col roulé noir qui le rendait étonnamment accessible. « Vous êtes matinal », observa-t-il en levant les yeux de son journal financier. « Je n'arrive plus à dormir dans cette maison », avoua-t-elle en se servant une tasse de café. « Tout est si parfait. Si silencieux, j'ai l'impression d'étouffer. » Mathieu plia son journal et l'observa attentivement. « Que faisiez-vous le samedi matin à Verzy ? » ?»« Je me promenais dans les vignobles avec Clara. Nous ramassions des châtaignes, des noisettes. Nous parlions de tout et de rien. » Sa voix se teinta de nostalgie. La liberté de ne pas avoir d'horaire, de ne pas se soucier des apparences. « Voulez-vous sortir ?» La question la surprit. « Ensemble ? Pourquoi pas ? Il fait beau et j'ai l'impression que nous avons tous les deux besoin d'air frais. » 1 heure plus tard, ils marchaient côte à côte dans les allées du jardin du Luxembourg. Mathieu avait troqué ses costumes habituels contre une tenue décontractée qui le transformait complètement. Sans la barrière de son élégance formelle, il paraissait plus jeune, plus humain. « Je ne vous avais jamais vu en jean », remarqua Élodie en ajustant son écharpe. « J'en porte rarement. L'image, toujours l'image. » Il sourit avec amertume. « Parfois, j'ai l'impression d'avoir oublié qui je suis vraiment sous tous ces costumes. » Ils s'installèrent sur un banc face au bassin octogonal où quelques enfants faisaient naviguer des voiliers miniatures malgré la fraîcheur. Le spectacle arracha un sourire attendri à Élodie. « J'aimerais avoir leur insouciance, » murmura-t-elle. « Vous l'aviez, avant ? » ?»« Oui, quand j'étais petite. Ma mère disait que j'étais une rêveuse. Je passais des heures à inventer des histoires, à imaginer des mondes où tout était possible.
Elle rit doucement. Ironique, non? J'ai fini par vivre dans un conte de fées, mais ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Les contes de fées sont souvent plus sombres qu'on ne le croit, observa Mathieu. La Belle et la Bête, par exemple. Une jeune femme forcée d'épouser un monstre pour sauver sa famille. Élodie le regarda, frappée par la pertinence de cette comparaison. Vous vous considérez comme le monstre de cette histoire? N'est-ce pas ce que je suis? Un homme qui achète une épouse pour satisfaire son image publique? Le monstre de Beaumont cachait un cœur tendre sous sa façade effrayante. Et vous pensez que c'est mon cas? Elle hésita, puis décida d'être honnête. Je commence à le croire. Hier, quand vous m'avez parlé de vos doutes sur votre travail, quand vous avez défendu mon rêve d'enseigner, ce n'était pas le PDG impitoyable qui parlait. Mathieu détourna le regard vers les enfants qui jouaient. Ma mère m'a toujours dit que les sentiments étaient une faiblesse dans le monde des affaires, que pour réussir, il fallait apprendre à compartimenter, à ne jamais mélanger l'émotion et la logique. Et vous y croyez? J'y ai cru. Pendant des années, cela a fonctionné. Jusqu'à quoi? Jusqu'à vous. Il se tourna vers elle, et elle vit dans ses yeux une vulnérabilité qu'il tentait de masquer. Vous bouleversez tout, Élodie. Mes certitudes, mes plans, ma façon de voir les choses. Ce n'était pas mon intention. Je sais, c'est ce qui rend la situation encore plus compliquée. Ils furent interrompus par une petite fille qui courait après son ballon échappé. Instinctivement, Élodie se leva pour l'aider, récupérant le jouet et le rendant à l'enfant avec un sourire radieux. « Merci, madame », gazouilla la fillette avant de repartir vers ses parents. Mathieu observait la scène avec une expression indéchiffrable. « Vous seriez une merveilleuse mère », dit-il quand Élodie se rassit. « C'est ce que votre mère espère, n'est-ce pas? Un héritier pour perpétuer la dynastie de la Croix. Oubliez ma mère. Que voulez-vous, vous ?» La question la prit au dépourvu. Je n'y ai jamais vraiment réfléchi. Tout est allé si vite. Il y a un mois, j'étais une fille de la campagne sans le sou. Maintenant, je porte votre nom et vos bijoux. J'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et si vous pouviez choisir, si l'argent, les obligations, les contrats n'existaient pas? Élodie réfléchit longuement. J'aimerais voyager, voir le monde, découvrir d'autres cultures. J'aimerais enseigner, oui, mais aussi écrire, raconter des histoires comme ma mère le faisait. Elle le regarda. Et vous? Moi? Mathieu sembla surpris par la question. Je ne me la suis jamais posée. Essayez. Si vous n'étiez pas Mathieu Delacroix, PDG, si vous n'aviez pas d'héritage à porter, que feriez-vous? Il resta silencieux un long moment, contemplant les feuilles dorées qui dansaient dans le vent. Je voyagerais aussi, je crois. Pas dans des palaces, mais vraiment. Sac au dos, train de nuit, auberge de jeunesse, je redécouvrirai le monde sans la barrière du luxe. Nous ne sommes pas si différents, finalement. Non, murmura-t-il, et c'est ce qui me fait peur. Ils restèrent assis en silence, regardant les enfants jouer, chacun perdu dans ses pensées. L'après-midi avançait et la lumière dorée de novembre donnait au jardin une beauté mélancolique. « Élodie, » dit finalement Mathieu. « Oui, si nous n'étions pas mariés par contrat, si nous nous étions rencontrés différemment, nous ne nous serions jamais rencontrés, » coupa-t-elle doucement. « Nos mondes sont trop éloignés. Peut-être, mais si cela avait été le cas, pensez-vous que nous aurions pu... » Il ne termina pas sa phrase, mais elle comprit. Tomber amoureux? Le mot résonna entre eux comme un aveu dangereux. Mathieu hocha lentement la tête. Peut-être, admit-elle. Mais nous ne le saurons jamais, n'est-ce pas? Nous ne saurons jamais si ce que nous ressentons est réel ou si c'est juste de la solitude. Et si on s'en fichait? Demanda-t-il soudain. Et si on arrêtait de se poser des questions sur ce qui est réel ou pas et qu'on se contentait de vivre? Élodie le regarda, surprise par cette proposition. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire, et si on oubliait le contrat? Et si on faisait comme si nous étions un vrai couple, au moins pour aujourd'hui ?» La suggestion était tentante, dangereuse et terriblement séduisante. Élodie sentit son cœur s'accélérer. « D'accord, » dit-elle dans un souffle, « pour aujourd'hui. » Mathieu lui tendit la main et elle la prit. Ce geste simple, ce contact de leurs paumes, changea quelque chose d'impalpable entre eux.
Pour la première fois depuis leur mariage, ils n'étaient plus deux étrangers liés par un arrangement, mais un homme et une femme qui choisissaient librement de passer du temps ensemble. Et cela faisait toute la différence du monde. Cette soirée de novembre resterait gravée dans la mémoire d'Élodie comme le moment où tout bascula réellement. Après leur promenade au Luxembourg, Mathieu avait proposé quelque chose d'impensable, dîner dans un petit bistrot du Marais au lieu de leur habituelle salle à manger solennelle. « Chez Marcel » annonça-t-il en s'arrêtant devant une façade modeste de la rue des Rosiers. « Le meilleur coq au vin de Paris, et probablement le seul endroit où personne ne nous reconnaîtra. » Élodie observa l'établissement avec surprise. Nappes à carreaux rouges et blancs, bougies dans des bouteilles de vin, ambiance chaleureuse et bruyante, l'antithèse absolue des restaurants étoilés où Mathieu l'avait emmené jusqu'alors. « Vous venez souvent ici ?» demanda-t-elle tandis qu'il s'installait à une table dans un coin discret. « Plus maintenant », admit-il en retirant sa veste. « Mais pendant mes études à HEC, j'y passais tous mes samedis soirs. Marcel me faisait crédit quand j'étais fauché. » « Vous avez été fauché ?» Mathieu rit et se sont détendu la surpris. « Dur à croire, n'est-ce pas? Mon père estimait que je devais apprendre la valeur de l'argent. Pendant 4 ans, j'ai vécu avec une allocation ridicule. Je partageais un studio de 12 mètres carrés avec un colocataire, je mangeais des pâtes tous les jours et je travaillais le week-end pour payer mes sorties. Comment étiez-vous? Différent, plus libre, je suppose. Moins obsédé par l'image et les conventions. » Il la regarda par-dessus la carte, probablement plus proche de l'homme que vous découvrez aujourd'hui que de celui que vous avez épousé. Un serveur jovial s'approcha de leur table. « Mathieu !» s'exclama-t-il en français avec un fort accent marseillais. « Ça fait une éternité. Et qui est cette belle demoiselle ?»« Marcel, je te présente Élodie, ma femme. »« Ta femme ?» Marcel écarquilla les yeux. « Toi, marié ? J'y crois pas. » Il se tourna vers Élodie avec un sourire généreux. « Vous avez domestiqué notre sauvage. Bravo, madame !» Élodie ne put s'empêcher de rire face à l'enthousiasme du restaurateur. Il était si terrible que ça? Terrible, non, mais solitaire comme un loup, toujours fourré dans ses livres, jamais une petite amie qui durait plus de 2 semaines. On se demandait s'il finirait pas vieux garçon. « Marcel !» protesta Mathieu, mais il souriait. « Bon, qu'est-ce que je vous sers? Le coq au vin, bien sûr, et une bonne bouteille de Côte-du-Rhône pour fêter ça. » Pendant le repas, Élodie découvrit un Mathieu qu'elle n'avait jamais soupçonné. Il lui raconta ses années d'étudiant, ses doutes sur son avenir, sa peur de décevoir son père en ne reprenant pas l'entreprise familiale. « J'ai failli partir en Australie après mes études, » avoua-t-il en savourant son vin. « J'avais décroché un stage dans une petite joaillerie de Melbourne. L'idée d'apprendre le métier de zéro, loin de l'Empire de la Croix, me séduisait énormément. Qu'est-ce qui vous en a empêché? Mon père a fait une crise cardiaque. Ma mère m'a supplié de rentrer. Le devoir familial a repris le dessus. » Il haussa les épaules avec fatalisme. « Parfois, je me demande ce que serait devenue ma vie si j'étais parti. Vous le regrettez? Aujourd'hui? Non. Mais pendant longtemps, oui. J'ai eu l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. » Il la regarda intensément. « Un peu comme vous maintenant. » Élodie sentit sa gorge se serrer. « La différence, c'est que votre prison était dorée depuis l'enfance. Moi, j'ai connu autre chose. Racontez-moi, votre vraie vie, celle d'avant. » Alors Élodie se laissa aller. Elle lui parla de ses matins dans les vignobles, de ses après-midi à aider Bernard avec la comptabilité, de ses soirées à faire réviser Clara. Elle évoqua les fêtes de village, les vendanges, les longues promenades avec sa mère dans la campagne champenoise. « Vous étiez heureuse », observa Mathieu. « Oui, malgré les difficultés financières. Il y avait de l'amour, de la simplicité, de l'authenticité. » Elle sourit avec nostalgie. « Et vous, avez-vous été heureux, enfant ?» Mathieu réfléchit longuement. « Je ne sais pas. J'ai eu tout ce qu'un enfant pouvait désirer matériellement. Mais l'amour, c'était plus compliqué. Mes parents s'aimaient à leur façon, mais c'était un amour de façade, codifié, sans spontanéité. J'ai grandi en pensant que c'était normal. Et maintenant, qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Ce soir, dit-il simplement. Ce dîner, cette conversation,
cette simplicité, le fait de pouvoir être moi-même sans jouer un rôle. Marcel revint avec un dessert maison, interrompant leur conversation. « Ozart tatin de ma grand-mère, et c'est la maison qui offre pour célébrer le mariage. » Ils partagèrent la tarte en silence, mais c'était un silence complice, apaisé. Dehors, Paris scintillait dans la nuit froide, mais à l'intérieur du petit bistrot, ils avaient créé leur bulle d'intimité. « Nous devrions rentrer », dit finalement Mathieu en consultant sa montre. « Déjà, il est minuit passé, et demain, nous avons ce déjeuner avec les Rothschild. Retour à la réalité. » Le trajet de retour avenue Foch se déroula dans un silence pensif. Élodie regardait défiler les lumières de Paris, consciente que cette soirée avait marqué un tournant. Pour la première fois, elle avait eu l'impression de rencontrer le vrai Mathieu, celui qu'il cachait sous ses costumes et ses responsabilités. Une fois dans la grande demeure, ils restèrent un moment dans le hall, comme s'ils hésitaient à briser la magie de la soirée. « Merci, » dit Élodie. « Pourquoi ? Pour cette soirée ? Pour m'avoir montré qui vous êtes vraiment. » Mathieu s'approcha d'elle, et elle sentit son cœur s'accélérer. « Et qui suis-je, selon vous ? Un homme bon qui a oublié qu'il pouvait être heureux. » Il leva la main vers son visage, effleurant sa joue du bout des doigts. « Et vous ? Qui êtes-vous vraiment, Élodie Delacroix ? » « Je ne sais plus, » avoua-t-elle. « Avant, j'étais Élodie Martin, la fille de Marie-Claire, la grande sœur de Clara. Maintenant, vous êtes la femme qui me fait redécouvrir ce que signifie être vivant. » Cette déclaration les figea tous les deux. Dans la pénombre du hall, ils se tenaient si près l'un de l'autre qu'Élodie pouvait sentir son souffle sur son visage. « Mathieu, » murmura-t-elle, « je sais, nous ne devrions pas. Mais j'en ai envie. » Sa voix était rauque, chargée d'émotion. « J'ai envie de vous embrasser, d'oublier ce contrat maudit, de faire comme si nous étions un vrai couple. »« Alors faites-le, » chuchota-t-elle. Il pencha la tête vers elle, leurs lèvres se frôlèrent, puis il s'arrêta brusquement et recula. « Non, pas comme ça. Pas tant que nous sommes liés par cet arrangement. Vous méritez mieux qu'un baiser volé dans l'obscurité. » Élodie sentit un mélange de frustration et d'admiration pour sa noblesse. « Et si je n'en veux pas plus ? Si, vous en voulez plus. Nous en voulons tous les deux plus. Et c'est exactement le problème. » Sur ces mots, il monta l'escalier, la laissant seule dans le hall avec le goût amer de l'espoir déçu et la certitude troublante qu'elle était en train de tomber amoureuse de son mari de convenance. Cette nuit-là, aucun d'eux ne trouva le sommeil. Les semaines qui suivirent cette soirée mémorable chez Marcel furent marquées par une tension croissante entre Élodie et Mathieu. Ils dansaient autour de leurs sentiments naissants avec une prudence qui frisait la torture, multipliant les occasions d'être ensemble, tout en maintenant une distance respectueuse qui les épuisait tous les deux. Ce matin de décembre, Élodie explorait la bibliothèque quand elle découvrit, coincé entre deux ouvrages de littérature française, un carnet de cuir usé. Curieuse, elle l'ouvrit et découvrit l'écriture de Mathieu, plus jeune et moins assurée que celle qu'elle connaissait. C'était un journal intime datant de ses années d'études. Au fil des pages, elle découvrit un jeune homme tourmenté, déchiré entre ses aspirations personnelles et les attentes familiales. Mais ce qui la bouleversa, c'était un passage récurrent, ses doutes sur sa capacité à aimer et être aimé. Parfois, je me demande si je suis condamné à reproduire le modèle parental, un mariage de raison, des convenances, mais jamais cette passion dont parlent les poètes. Suis-je trop froid, trop calculateur pour inspirer un amour véritable ? Élodie referma le carnet, le cœur serré. Elle comprenait maintenant pourquoi Mathieu s'était résigné à un mariage arrangé. Il avait depuis longtemps renoncé à l'idée de l'amour authentique. « Vous fouillez dans mes affaires ?» La voix de Mathieu la fit sursauter. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, les traits tendus. « Je suis désolé, » balbutia-t-elle en reposant précipitamment le carnet. « Je ne voulais pas, il était juste là, et votre curiosité l'a emporté. » Il s'approcha et récupéra le journal. « Qu'avez-vous lu ? » « Pas grand-chose. Quelques pages de vos années d'étudiant. »« Lesquelles ?» insista-t-il, visiblement contrarié. Élodie hésita, puis décida d'être honnête. « Celle où vous doutiez de votre capacité à aimer. » Le visage de Mathieu se ferma instantanément. « Je vois.
Et qu'en pensez-vous? Confirmé par l'expérience? Au contraire, dit-elle doucement. Je pense que vous vous trompez complètement sur vous-même. Vraiment? Il rit amèrement. Regardez-nous, Élodie. Regardez cette situation. J'ai acheté une épouse comme on achète un meuble. Si ce n'est pas la preuve de mon incapacité à établir des relations authentiques, vous ne m'avez pas acheté, protesta-t-elle. Vous avez sauvé ma famille, et depuis, vous me traitez avec respect, gentillesse, par obligation contractuelle. Non, elle s'approcha de lui déterminée. Les soirs où nous parlons jusqu'à tard dans la bibliothèque, c'est par obligation? Les matins où vous m'apportez mon café préféré, c'est dans le contrat? Et hier, quand vous avez passé 1 heure au téléphone pour aider Clara avec ses candidatures universitaires, c'était prévu dans notre arrangement. Mathieu la regarda déstabilisé. Comment savez-vous pour Clara? Elle m'a appelé, folle de joie. Apparemment, son mystérieux beau-frère lui a non seulement donné des conseils, mais aussi promis de financer ses études de médecine. C'est normal. Elle fait partie de votre famille. Exactement. Vous prenez soin de ma famille parce que vous prenez soin de moi. Pas par obligation, mais parce que... Elle chercha ses mots. Parce que vous avez un cœur plus grand que vous ne voulez l'admettre. Mathieu détourna le regard, comme s'il fuyait cette vérité dérangeante. Vous idéalisez la situation. Et vous la dramatisez. Élodie posa sa main sur son bras. Mathieu, regardez-moi. Quand il obéit, elle vit dans ses yeux une vulnérabilité qu'il tentait désespérément de masquer. J'ai passé 1 mois à vous observer, à vous découvrir. L'homme que je vois n'a rien à voir avec le monstre que vous décrivez. Vous êtes capable d'aimer, j'en suis certaine. La question est, vous autorisez-vous à le faire? Avant qu'il puisse répondre, Madame Beaumont frappa discrètement à la porte. Monsieur, vous avez un visiteur. Monsieur Guillaume Moreau, de votre conseil d'administration. Il dit que c'est urgent. Mathieu soupira. Faites-le entrer dans mon bureau. J'arrive. Guillaume Moreau était un homme de 60 ans, élégant mais froid, qui dégageait une autorité naturelle inquiétante. Quand Élodie fut présentée, il la salua poliment, mais elle sentit son regard calculateur l'évaluer de la tête aux pieds. « Madame Delacroix, dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, votre réputation vous précède. Tout Paris parle de la mystérieuse épouse qui a conquis notre célibataire endurci. J'espère que ce sont de bonnes choses, répondit Élodie prudemment. Excellente. Votre présence au gala d'ouverture a fait beaucoup d'effet. Les ventes ont explosé, et l'image de Mathieu s'en trouve considérablement renforcée. Élodie n'aimait pas la façon dont il parlait d'elle comme d'un objet marketing, mais elle garda le silence. Justement, continua Moreau en se tournant vers Mathieu, c'est de cela que je voulais vous parler. Le conseil se réunit demain pour votre reconduction. Avec ce mariage, votre position est considérablement renforcée. Parfait, dit Mathieu sèchement. Il y a cependant un point que nous devons aborder. Moreau jeta un regard vers Élodie. Nos investisseurs du Moyen-Orient ont émis certaines réserves. Quel genre de réserves? Ils questionnent l'authenticité de votre union. Des rumeurs circulent sur un possible mariage arrangé. Élodie sentit son sang se glacer. Mathieu, lui, ne scia pas. Et ils exigent des preuves de la sincérité de votre engagement. Une grossesse, par exemple, couperait court à toutes les spéculations. Je vous demande pardon. La voix d'Élodie claqua dans le bureau. Moreau lui adressa un sourire condescendant. Ma chère madame, vous comprenez sûrement que... Je ne comprends rien du tout, coupa-t-elle en se levant. Vous êtes en train de me demander de faire un enfant pour rassurer vos investisseurs? Élodie, tenta Mathieu. Non, elle se tourna vers lui, les yeux flamboyants. Vous saviez qu'ils attendaient cela de moi? Répondez, cria-t-elle. Mathieu ferma les yeux. Je m'en doutais. Le silence qui suivit fut assourdissant. Élodie le regardait avec une expression de trahison pure. Je vois, dit-elle d'une voix blanche. Donc tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, vos attentions, vos confidences, votre prétendue noblesse, tout cela visait à me mettre dans votre lit pour satisfaire les exigences de vos associés. Et ce n'est pas... Si, les larmes lui montaient aux yeux, mais elle les retint. Vous m'avez manipulé, vous m'avez fait croire que vous étiez différent, que nous étions en train de construire quelque chose de réel.
Mais je ne suis qu'un ventre, n'est-ce pas? Une génitrice pour votre héritier. Elle se dirigea vers la porte, mais Mathieu la rattrapa. Élodie, laissez-moi vous expliquer. M'expliquer quoi? Elle se dégagea violemment. Que vous êtes exactement l'homme que je craignais d'épouser? Froid, calculateur, incapable d'amour véritable? Ce n'est pas vrai. Prouvez-le, hurla-t-elle. Dites à cet homme que vous refusez ses conditions. Dites-lui que votre femme n'est pas un objet de négociation. Mathieu regarda alternativement Élodie et Moreau, déchirés. Le silence s'éternisait. Vous ne pouvez pas, murmura finalement Élodie, avec une tristesse infinie, parce que l'entreprise passe avant tout. Avant moi, avant nous, avant tout ce qui aurait pu exister entre nous. Sur ces mots, elle quitta le bureau, laissant Mathieu face à un choix impossible, l'amour naissant ou l'empire familial. Et pour la première fois de sa vie, il ne savait plus ce qui comptait le plus. Élodie monta dans sa chambre comme une automate, ses jambes la portant à peine. L'humiliation et la colère se disputaient en elle, laissant place progressivement à une douleur sourde qui lui serrait la poitrine. Elle avait été naïve de croire qu'elle pourrait percer la cuirasse de Mathieu Delacroix. Il était exactement l'homme qu'elle redoutait d'épouser, un être calculateur pour qui elle ne serait jamais qu'un pion sur l'échiquier de ses ambitions. D'un geste rageur, elle sortit sa valise du dressing et commença à y jeter ses affaires. Les robes de couturier, les bijoux, tous ces artifices qui l'avaient transformée en parfaite épouse de milliardaire, elle n'en voulait plus. Elle ne voulait plus être Madame Delacroix. Ses mains tremblaient quand elle composa le numéro de Clara. Élodie, la voix joyeuse de sa sœur lui déchira le cœur. « Je ne m'attendais pas à ton appel. Je suis tellement excitée pour mes études. Ton mari est vraiment formidable, tu sais. Il m'a expliqué toute la procédure pour intégrer l'université de médecine et il a même proposé de... » Clara, coupa Élodie, sa voix se brisant. « J'ai besoin de rentrer à la maison. » « Non, quoi ?» L'inquiétude remplaça immédiatement l'enthousiasme. « Que se passe-t-il? Tu pleures? Je ne peux pas t'expliquer maintenant. Dis juste à Bernard que je rentre ce soir. Élodie, tu me fais peur. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mathieu? Rien, tout. Il faut que j'y aille. » Elle raccrocha avant que Clara puisse insister davantage. Dans le miroir de sa coiffeuse, elle vit une femme au visage ravagé, aux yeux rougis. Où était passée la jeune fille de Verzy qui rêvait d'enseigner et d'écrire des histoires? Cette femme élégante en robe de soie lui était étrangère. Un coup léger à la porte la fit sursauter. « Madame !» C'était Madame Beaumont. « Monsieur Delacroix souhaite vous parler. Dites-lui que je n'ai rien à lui dire. Il insiste. Il dit que c'est important. » Élodie ferma les yeux, rassemblant son courage. « Très bien, qu'il entre. » Mathieu apparut dans l'encadrement, le visage défait. Il avait retiré sa veste et desserré sa cravate, signe de son trouble profond. « Élodie, nous devons parler. »« Parler ?» Elle rit amèrement. « Qu'y a-t-il à dire? Vous avez fait votre choix. L'Empire avant tout. Ce n'est pas si simple. »« Si, c'est exactement si simple. » Elle continua à plier ses vêtements, évitant son regard. « Moreau vous a proposé un marché et vous allez l'accepter. Comme toujours. » J'ai refusé. Les mains d'Élodie se figèrent. « Quoi? » J'ai refusé. Je lui ai dit que notre mariage ne regardait que nous et que si les investisseurs n'étaient pas satisfaits, ils pouvaient chercher d'autres partenaires. Élodie se tourna vers lui, cherchant dans ses yeux un signe de mensonge. « Et le conseil d'administration? Ils voteront demain. Peut-être me destitueront-ils. » Il haussa les épaules avec une nonchalance feinte. « L'entreprise survivra. Vous avez sacrifié votre poste pour moi? » « Non, » dit-il en s'approchant. « J'ai choisi ma dignité, et la vôtre. » Élodie sentit ses défenses vaciller, mais la blessure était encore trop fraîche. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Pourquoi avoir attendu que Moreau révèle leurs exigences ?» Mathieu passa une main dans ses cheveux, geste qui trahissait sa nervosité. « Parce que j'espérais que cela n'arriverait jamais. Que notre mariage paraîtrait suffisamment authentique pour couper court aux rumeurs. Et s'il avait fallu aller plus loin? Si j'étais tombée enceinte par accident? » Il la regarda droit dans les yeux. « J'aurais été le plus heureux des hommes. » Cette confession la bouleversa, plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Ne dites pas cela. » « Pourquoi?
parce que c'est ce que vous voulez entendre, parce que cela complique tout, parce que je ne vous crois plus, cria-t-elle. Comment puis-je savoir ce qui est vrai et ce qui fait partie de votre stratégie? Mathieu s'approcha encore, jusqu'à ce qu'il soit face à face. Parce que si c'était de la stratégie, je n'aurais pas refusé les conditions de Moreau. J'aurais joué le jeu comme je l'ai toujours fait. Alors pourquoi? Ses yeux se remplirent de larmes. Pourquoi changer maintenant? Parce que vous m'avez changé, Élodie. Parce que pour la première fois de ma vie, quelque chose compte plus que l'entreprise. Vous comptez plus. Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Élodie luttait contre l'envie de le croire, de se jeter dans ses bras et d'oublier cette journée horrible. « C'est trop tard », murmura-t-elle finalement. « je ne peux plus jouer ce rôle. » « Quel rôle? Celui de votre épouse. Vrai ou fausse, peu importe. Je ne suis pas faite pour ce monde, Mathieu. Ces réceptions, ces calculs, ces apparences, ce n'est pas moi. Alors redevenez vous-même. Comment? Comment peut-on revenir en arrière? Mathieu tendit la main vers elle, mais elle recula. En arrêtant de fuir, dit-il doucement. En arrêtant de croire que nous sommes condamnés à reproduire les erreurs de nos familles. Je ne fuis pas, je me protège. De quoi? De vous, explosa-t-elle. De ce que vous me faites ressentir. Vous croyez que c'est facile de tomber amoureuse de son mari de convenance? Vous pensez que j'avais prévu de m'attacher à un homme qui m'a épousée par nécessité? L'aveu lui avait échappé, la laissant vulnérable et exposée. Mathieu la regardait avec une expression indéchiffrable. « Vous êtes amoureuse de moi ?» Élodie ferma les yeux, n'arrivant plus à reculer. « Oui, et je me déteste pour cela. » Pourquoi? Parce que vous ne pourrez jamais me rendre l'appareil, parce que même si vous croyez ressentir quelque chose, vous ne saurez jamais si c'est réel ou si c'est juste de la gratitude, de l'habitude, de la commodité. Mathieu fit un pas vers elle. Et si je vous disais que je le sais déjà? Quoi? Que je sais que ce que je ressens est réel, que cela n'a rien à voir avec notre arrangement, que je suis tombé amoureux de la femme qui m'a tenu tête dès le premier jour, qui a refusé de se laisser impressionner par ma fortune, qui m'a montré ce que signifiait vraiment vivre. Élodie le regarda, le cœur battant. Vous m'aimez, je vous aime. Il dit ces mots simplement, sans fioriture, avec une sincérité qui la transperce. Je vous aime, et peu m'importe que ce soit compliqué, impossible ou dangereux. Ils se tenaient maintenant à quelques centimètres l'un de l'autre, le monde extérieur ayant cessé d'exister. Et maintenant, chuchota-t-elle, maintenant, vous choisissez, vous partez, et nous vivons le reste de notre vie en nous demandant ce qui aurait pu être. Ou vous restez, et nous découvrons ensemble ce que peut donner un mariage qui commence par un contrat et se transforme en amour véritable. Élodie regarda ses valises, puis Mathieu, déchiré entre la peur et l'espoir. Et si nous échouons, et si ce n'est qu'une illusion, alors au moins nous aurons essayé. La décision qu'elle prit à cet instant changerait le cours de leur vie. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle avait l'impression d'avoir vraiment le choix. Élodie regardait fixement ses valises ouvertes, consciente que sa réponse déterminerait non seulement son avenir, mais aussi celui de l'homme qui venait de lui ouvrir son cœur. Dans le silence de la chambre, elle entendait les battements de son propre cœur, si forts qu'ils semblaient résonner dans toute la pièce. « J'ai peur », avoua-t-elle finalement. « Moi aussi », répondit Mathieu sans hésiter. « Terrifié même. Je n'ai jamais eu autant à perdre. » Elle se tourna vers lui, étudiant son visage. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il ne portait aucun masque. Ni celui du PDG impitoyable, ni celui du mari de convenance, ni même celui de l'homme du monde. Il était simplement Mathieu, vulnérable et sincère. « Si je reste, dit-elle lentement, tout change. Nous ne pourrons plus prétendre que c'est juste un arrangement. Non, nous ne pourrons plus. Et si vous perdez votre poste, si votre famille vous rejette, si nous nous retrouvons sans rien ?» Mathieu sourit, et ce sourire transformait complètement son visage. « Alors nous recommencerons ailleurs. Nous avons tous les deux survécu sans fortune avant de nous rencontrer. Vous seriez prêt à abandonner tout cela ?» Elle désigna d'un geste la chambre somptueuse, symbole de tout ce qu'il possédait. « Pour vous ?» Il s'approcha d'elle,
tendant doucement la main vers son visage. Élodie, tout cela n'a jamais été qu'une prison dorée. Vous êtes la première personne à me faire sentir libre. Cette fois, elle ne recula pas quand il effleura sa joue. Sa peau brûlait sous ce contact qu'elle désirait depuis si longtemps. « Et si nous nous trompons ?» murmura-t-elle. « Et si ce que nous ressentons n'est que le résultat de cette situation particulière, la proximité forcée, l'interdit, alors nous découvrirons la vérité ensemble. » Il prit son autre main dans la sienne. « Mais j'ai une certitude, ce que je ressens pour vous n'a rien à voir avec notre arrangement. C'est même tout le contraire. J'ai essayé de lutter contre, de maintenir mes distances, de vous traiter comme une associée dans cette comédie. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Vous, votre force, quand vous m'avez tenu tête le premier jour, votre tendresse avec cette petite fille au Luxembourg, votre passion quand vous parlez de vos rêves, la façon dont vous riez quand quelque chose vous amuse vraiment. » Sa voix se fit plus douce. « La façon dont vous me regardez comme si vous arriviez à voir l'homme que j'ai oublié d'être. » Les larmes montèrent aux yeux d'Élodie, mais cette fois, c'étaient des larmes d'émotion pure, pas de douleur. « Mathieu, je sais que c'est fou. Je sais que nous nous connaissons depuis à peine 2 mois, mais ces 2 mois ont compté plus que toutes les années qui ont précédé. » Élodie ferma les yeux, laissant ses sensations guider sa décision. Elle pensait à Bernard et Clara, en sécurité grâce à cet homme. Elle pensait à sa mère, qui lui avait appris que l'amour véritable était le plus grand des trésors. Elle pensait à tous ces moments où elle avait entrevu l'âme de Mathieu derrière ses défenses. « J'ai une condition, dit-elle en rouvrant les yeux. Laquelle? Nous recommençons, vraiment. Nous oublions le contrat, les obligations, les 12 mois. Si nous faisons cela, c'est pour de bon. Vous voulez dire... Je veux dire que si je reste... Ce n'est plus en tant qu'épouse temporaire de Mathieu Delacroix, PDG. C'est en tant que femme amoureuse de l'homme que vous êtes vraiment. » Un sourire éclaira le visage de Mathieu. « Et moi, je vous épouse non plus pour sauver mon image, mais parce que je ne peux plus imaginer ma vie sans vous. Alors, nous sommes d'accord. » Elle tendit sa main vers lui. « Bonjour, je suis Élodie Martin, de Verzy. » Il prit sa main et la porta à ses lèvres. « Enchanté, Élodie Martin, je suis Mathieu Delacroix et je suis follement amoureux de vous. » Cette fois, quand il se pencha vers elle, elle ne recula pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui effaça des semaines de tension, de doute et de peur. C'était un baiser de promesse, de recommencement, de vérité enfin révélée. Quand ils se séparèrent, Élodie sentit que quelque chose s'était définitivement cassé en elle. La peur de faire confiance, de croire en l'amour, de prendre des risques pour son bonheur. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, nous défaisons vos valises. Et demain, nous affrontons ensemble les conséquences de mes choix. Vous n'avez pas peur. Si, terriblement. Mais j'ai plus peur encore de vous perdre. » Ils passèrent l'heure suivante à replacer les affaires d'Élodie dans l'armoire. Mais cette fois, ce n'était plus la garde-robe d'une épouse de convenance. C'était celle d'une femme qui avait choisi sa vie et son amour. Le téléphone sonna, interrompant leur moment d'intimité. Mathieu regarda l'écran et grimaça. « Moreau » devina Élodie. « Ma mère » Il hésita, puis décrocha. « Maman » Élodie ne put entendre que la moitié de la conversation, mais le ton glacial de Marguerite Delacroix était perceptible même à distance. « Oui, j'ai refusé leurs conditions. Non, ce n'est pas négociable. Maman, avec tout le respect que je vous dois, ma vie privée ne regarde que moi. » Élodie posa sa main sur le bras de Mathieu en signe de soutien. Il lui sourit et continua. « Ma décision est prise. Si le Conseil vote ma destitution, j'accepterai leur choix. Mais je ne sacrifierai plus mon bonheur pour l'entreprise. Oui, maman, mon bonheur. Il est temps que j'apprenne à en avoir un. » Après avoir raccroché, il soupira. Elle vient demain assister au vote. Elle pense pouvoir me faire changer d'avis. Et elle peut? Non, plus maintenant. Il la prit dans ses bras. Vous m'avez appris quelque chose d'essentiel, Élodie. Quoi donc? Que le pouvoir sans l'amour n'est qu'une illusion. Et que l'amour sans liberté n'en est pas vraiment un. Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur mariage, ils dînèrent ensemble, non pas par obligation sociale, mais par envie mutuelle. Ils parlèrent de leurs projets, de leurs craintes, de leurs espoirs.
Et quand vint l'heure de se séparer pour la nuit, ce fut avec la promesse tacite que tout changerait bientôt. En regagnant sa chambre, Élodie se sentait différente. Elle n'était plus la jeune femme terrifiée qui avait accepté un mariage de convenance pour sauver sa famille. Elle était devenue une femme qui avait choisi son destin et son amour, quelles qu'en soient les conséquences. Et cette transformation valait tous les risques du monde. Le matin du vote se leva gris et pluvieux sur Paris, comme si le ciel reflétait l'appréhension qui régnait dans la demeure de l'avenue Foch. Élodie se réveilla avec une boule au ventre, consciente que cette journée déterminerait non seulement l'avenir professionnel de Mathieu, mais aussi leur nouvelle vie ensemble. Elle le trouva dans son bureau, vêtu de son plus beau costume bleu marine, en train d'étudier des documents. Malgré son apparence impeccable, elle percevait sa tension dans la raideur de ses épaules et la façon dont sa mâchoire se contractait. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle en déposant une tasse de café près de lui. « Comme un homme qui va peut-être perdre l'entreprise de sa famille » répondit-il avec un sourire forcé. Et, étrangement, soulagé. Soulagé ? Pour la première fois depuis des années, je vais à un conseil d'administration en étant totalement honnête. Pas de stratégie, pas de manipulation, pas de calcul. Juste la vérité. Élodie s'assit en face de lui. Et si la vérité ne suffit pas, alors nous inventerons une nouvelle vie ailleurs. Il prit sa main par-dessus le bureau. Hier soir, j'ai appelé mon ancien professeur de HEC. Il dirige maintenant une petite joaillerie artisanale à Lyon. Il m'a proposé un poste si jamais... Vous y avez vraiment réfléchi ? J'y réfléchis depuis des années. Votre arrivée m'a juste donné le courage de l'envisager sérieusement. Un coup frappé à la porte les interrompit. Madame Beaumont annonça l'arrivée de Marguerite Delacroix. La mère de Mathieu entra dans le bureau comme un général inspectant ses troupes, vêtu d'un tailleur Chanel qui criait l'autorité. Mathieu, Élodie, elle les salua avec une froideur glaciale. J'espère que vous avez passé une nuit réparatrice, car nous avons beaucoup à discuter. Maman, ma décision est prise. Ta décision ? Marguerite rit amèrement. Tu appelles ça une décision ? Sacrifier 3 générations de travail familial pour... Elle jeta un regard méprisant vers Élodie. Pour une passade ? Une passade ? La voix d'Élodie claqua dans la pièce. Madame Delacroix, avec tout le respect que je vous dois, vous ne savez rien de ce qui existe entre votre fils et moi. Je sais que vous l'avez ensorcelé. En quelques semaines, vous avez réussi à transformer un homme d'affaires rationnel en romantique éperdu. Peut-être parce que c'est ce qu'il était vraiment, sous toutes ces années de conditionnement. Marguerite se tourna vers son fils. Tu vois, elle t'a déjà monté contre ta propre famille. Personne ne m'a monté contre qui que ce soit, intervint Mathieu fermement. J'ai simplement ouvert les yeux sur ce que je voulais vraiment. Et que veux-tu exactement ? Vivre d'amour et d'eau fraîche ? Je veux être heureux, dit-il simplement. Pour la première fois de ma vie, je veux être vraiment heureux. Le bonheur est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre, Mathieu. Nous avons des responsabilités, un héritage qui m'a coûté ma jeunesse, mes rêves, ma capacité à faire confiance. Sa voix se durcit. Je ne lèguerai pas ça à mes enfants. Tes enfants ? Marguerite eut un sourire mauvais. Tu en as déjà ? Ou espères-tu qu'elle t'en donne bientôt pour attendrir le conseil ? Élodie se leva brusquement. Ça suffit. Élodie, tenta Mathieu. Non. Elle se tourna vers Marguerite. Je vais vous dire exactement ce que vous voulez savoir. Votre fils et moi nous aimons, vraiment. Pas pour l'argent, pas pour l'image, pas pour satisfaire des investisseurs ou perpétuer une lignée. Nous nous aimons parce que nous nous complétons, parce que nous nous rendons meilleurs, parce que nous avons choisi de construire quelque chose ensemble. Et vous pensez que l'amour paiera les factures. L'amour nous donnera la force de les payer nous-mêmes. Élodie se redressa de toute sa hauteur. Votre fils est brillant, talentueux, déterminé. Avec ou sans l'Empire de la Croix, il réussira. Et moi, je serai à ses côtés, pas comme une épouse décorative, mais comme une partenaire. Marguerite la toisa avec un mélange de surprise et de respect malgré elle. Vous avez du caractère, je vous l'accorde. J'ai surtout de l'amour. Et contrairement à ce que vous semblez croire, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force. L'heure du conseil approchait.
Mathieu embrassa Élodie avant de partir, un baiser tendre et déterminé qui scella leur engagement mutuel. « Quoi qu'il arrive, murmura-t-il contre ses lèvres, nous sommes ensemble. »« Quoi qu'il arrive, répéta-t-elle. Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie d'Élodie. Elle arpentait la bibliothèque, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Marguerite était restée, installée dans le salon comme un rapace, attendant sa proie. Vers 16 heures, le téléphone sonna. Élodie décrocha avec des mains tremblantes. Élodie, c'était la voix de Mathieu, mais elle ne parvenait pas à y déceler d'émotion particulière. Alors, c'est fini. Et un silence qui lui parut durer une éternité. Ils m'ont destitué. Élodie ferma les yeux, accusant le coup. Je suis désolé. Moi pas. Et cette fois, elle entendit le sourire dans sa voix. Pour la première fois depuis des années, je suis libre, Élodie, vraiment libre. Que vas-tu faire? Rentrer chez moi, chez nous, et commencer à planifier notre vraie vie. Quand il rentra, 1 heure plus tard, Élodie guettait à la fenêtre. Il monta les marches du perron d'un pas léger, comme si un poids énorme venait de tomber de ses épaules. Marguerite l'attendait dans le hall, le visage fermé. « Alors » demanda-t-elle. 7 voix contre 5. Guillaume Moreau a été nommé PDG par intérim. Et tu trouves ça drôle? Je trouve ça libérateur. Mathieu se tourna vers Élodie et lui ouvrit les bras. Elle s'y précipita et il la serra contre lui comme si elle était son ancre dans la tempête. « Vous êtes devenus fous tous les deux » marmonna Marguerite. « Peut-être, admit Mathieu, mais nous sommes fous ensemble, et c'est tout ce qui compte. » Cette nuit-là, ils dînèrent en tête-à-tête, planifiant leur avenir. Lyon, la petite joaillerie artisanale, une vie plus simple mais plus authentique. Élodie pourrait reprendre ses études, devenir institutrice comme elle en rêvait. Ils auraient du temps pour se découvrir vraiment, pour construire leur amour sans la pression des apparences. « Vous ne regrettez rien ?» demanda Élodie en regardant autour d'eux la salle à manger somptueuse. « Rien du tout. » Mathieu prit sa main. « Cette maison, cette vie, c'était la prison la plus dorée du monde. Vous m'en avez donné la clé. Et si votre mère ne nous pardonne jamais, elle finira par comprendre. Et sinon, il haussa les épaules, nous créerons notre propre famille, avec Clara, avec les enfants que nous aurons peut-être un jour. Une famille construite sur l'amour, pas sur les obligations. » Élodie sourit, le cœur léger pour la première fois depuis des mois. Ils avaient perdu un empire, mais gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, la liberté d'être eux-mêmes, ensemble. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la destitution de Mathieu, 3 semaines pendant lesquelles ils avaient commencé à organiser leur nouvelle vie. Les cartons s'empilaient dans la bibliothèque, témoins silencieux de leur préparation au déménagement vers Lyon. L'atmosphère de la maison avait changé. Elle n'était plus un mausolée du luxe, mais un foyer où résonnaient leurs rires et leurs projets d'avenir. Ce matin-là, Élodie fouillait dans le bureau de Mathieu pour emballer ses affaires personnelles quand elle découvrit, coincé derrière un tiroir mal fermé, un document qui allait bouleverser sa compréhension de toute leur histoire. C'était une lettre datée de 6 mois avant leur mariage, écrite de la main de sa mère, Marie-Claire Martin. « Mon cher Mathieu, si vous lisez cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde et que Bernard a enfin trouvé le courage de faire appel à vous. Je sais que nous ne nous sommes rencontrés qu'une fois lors des obsèques de votre grand-père, mais votre père m'avait parlé de vous avec tant d'affection que j'ai l'impression de vous connaître. Je me permets de vous écrire car je suis inquiète pour l'avenir de mes filles. Élodie, surtout, elle est si généreuse, si dévouée qu'elle sacrifiera sa propre vie pour assurer l'avenir de Clara. Je la connais. Elle acceptera n'importe quel arrangement pour protéger sa sœur, même au détriment de son bonheur. Votre père m'avait dit que vous étiez un homme bon, malgré votre réputation d'homme d'affaires impitoyable. Si les circonstances vous amènent un jour à croiser la route d'Élodie, je vous en supplie, prenez soin d'elle. Elle mérite d'être aimée pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle peut apporter. Elle rêve d'enseigner, d'écrire, de voyager. Elle a tant d'amour à donner. Si le destin vous unit d'une façon ou d'une autre, donnez-lui la chance d'être heureuse. C'est tout ce qu'une mère peut espérer. Avec ma reconnaissance éternelle, Marie-Claire Martin. » Élodie relut la lettre 3 fois, les mains tremblantes.
Tout prenait soudain un sens différent. Mathieu n'avait pas accepté leur arrangement par pure opportunité commerciale. Il avait honneur une promesse faite à sa mère mourante. Élodie. La voix de Mathieu dans le couloir la fit sursauter. Vous avez trouvé mes carnets de... Il s'arrêta net en la voyant, la lettre à la main, les joues baignées de larmes. Vous l'avez trouvé, dit-il simplement. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Sa voix était à peine un murmure. Mathieu s'avança prudemment, comme s'il approchait un animal blessé. Parce que je voulais que vous m'aimiez pour moi, pas par gratitude envers un homme qui honorait une promesse. Ma mère, elle vous connaissait? Nos familles avaient des liens distants. Mon grand-père et votre arrière-grand-père étaient cousins. Quand votre mère est tombée malade, votre beau-père a retrouvé ma trace et m'a écrit. Cette lettre était jointe à sa demande d'aide. Élodie s'assit lourdement dans le fauteuil. Alors tout était prévu? Orchestré? Non. Mathieu s'agenouilla devant elle. Votre mère demandait seulement que je prenne soin de vous si nos chemins se croisaient. L'idée du mariage venait de Bernard et de ma mère qui y voyaient une solution pratique à nos problèmes respectifs. Mais vous avez accepté à cause de cette lettre. Au début, oui, je me sentais redevable envers votre mère, envers sa confiance. Mais Élodie, il prit ses mains dans les siennes. Dès que je vous ai vu descendre cet escalier le premier soir, dès que vous m'avez tenu tête dans mon bureau, tout a changé. Comment puis-je en être sûr? Comment savoir si vos sentiments sont réels ou si vous vous sentez obligé de les ressentir? Mathieu se releva et se dirigea vers son coffre-fort. Il en sortit une autre enveloppe, plus récente. Lisez ceci. C'était une lettre de démission qu'il avait rédigée 1 mois avant l'intervention de Guillaume Moreau, datée du lendemain de leur soirée chez Marcel. Mesdames et messieurs du conseil d'administration, je vous présente par la présente ma démission de mon poste de PDG du groupe de la Croix. Cette décision, mûrement réfléchie, découle de ma volonté de réorienter ma vie personnelle et professionnelle. Mon récent mariage m'a fait prendre conscience que mon épanouissement personnel ne peut plus être sacrifié aux exigences de l'entreprise. Je souhaite partir avec ma femme, découvrir d'autres horizons, construire quelque chose de nouveau ensemble. Je resterai disponible pour assurer une transition en douceur. Élodie releva les yeux, stupéfaite. Vous aviez déjà décidé de partir, avant même la crise avec Moreau? Cette nuit-là, après notre dîner, j'ai compris que je ne pouvais plus vivre dans le mensonge, ni avec vous, ni avec moi-même. J'allais vous avouer mes sentiments et vous proposer de tout recommencer ailleurs. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que le lendemain matin, j'ai vu votre valise ouverte et j'ai cru que vous vouliez partir. J'ai eu peur que ce soit trop tôt, que vous ne soyez pas prête à m'entendre. Élodie se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant le jardin où ils avaient passé tant de moments complices. Ma mère, elle avait tout prévu, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Elle savait que je sacrifierais ma vie pour Clara. Elle savait aussi que vous étiez un homme honorable qui tiendrait une promesse. Mais, surtout, elle se tourna vers lui avec un sourire à travers ses larmes. Elle croyait que nous pourrions nous aimer. C'est ce que je pense aussi. Votre mère avait l'air d'une femme très sage. Elle l'était, et elle avait raison sur toute la ligne. Élodie s'approcha de lui. Vous savez ce que cela signifie? Quoi? Que notre amour était écrit bien avant que nous nous rencontrions. Pas dans un contrat d'affaires, mais dans le cœur d'une mère qui voulait le bonheur de sa fille. Mathieu la prit dans ses bras, et cette fois, leur étreinte avait quelque chose de sacré. Ils n'étaient plus seulement 2 êtres qui s'étaient trouvés par hasard, mais 2 destins que l'amour maternel avait guidés l'un vers l'autre. « J'aurais aimé la connaître », murmura Mathieu. « Elle vous aurait adoré, surtout maintenant, en voyant l'homme que vous êtes devenu grâce à notre rencontre. L'homme que je suis devenu grâce à vous, » corrigea-t-il. Ils restèrent longtemps enlacés dans ce bureau qui avait été le théâtre de tant d'émotions. Leur première confrontation, leurs aveux d'amour, et maintenant cette révélation qui donnait un sens nouveau à toute leur histoire. Élodie, oui, pensez-vous que votre mère approuverait nos projets? Lyon, la petite joaillerie, votre retour aux études? Élodie sourit, sentant presque la présence bienveillante de Marie-Claire dans la pièce. Elle serait la première à nous encourager. Elle disait toujours que le bonheur était la plus belle des réussites.
Ce soir-là, ils brûlèrent les lettres dans la cheminée de la bibliothèque, non pour effacer le passé, mais pour symboliser leur liberté de construire l'avenir selon leurs propres termes. Les flammes dansaient dans l'âtre, transformant les mots en lumière et en chaleur, comme si l'amour de Marie-Claire continuait à les réchauffer. Leur histoire avait commencé par un arrangement, mais elle était devenue bien plus, l'accomplissement du rêve d'une mère et la naissance d'un amour véritable. 6 mois plus tard, Élodie se tenait devant la vitrine de l'Atelier des Gemmes, la petite joaillerie artisanale de Lyon où Mathieu avait trouvé sa véritable vocation. À travers le verre, elle le regardait travailler, penché sur son établi, créant de ses mains expertes des bijoux uniques qui n'avaient rien à voir avec les productions en série du groupe Delacroix. Il portait un simple jean et une chemise blanche roulée aux manches, ses cheveux légèrement ébouriffés par la concentration. C'était un homme différent de celui qu'elle avait épousé, plus détendu, plus authentique. Le stress permanent avait quitté ses traits, remplacé par une sérénité qu'elle ne lui avait jamais vue avenue Foch. Encore en train de l'espionner? La voix taquine de Clara la fit sursauter. Sa petite sœur venait d'arriver de Reims pour le week-end, rayonnante dans son uniforme d'étudiante en médecine. À 17 ans, elle avait intégré une prépa médecine grâce à ses excellents résultats et au soutien financier discret de Mathieu. « Je ne l'espionne pas, je l'admire », protesta Élodie en passant son bras autour des épaules de Clara. « Comment vont tes études? Passionnantes et épuisantes. Mais j'adore ça. » Clara observa Mathieu à travers la vitrine. « Il a l'air heureux, vraiment heureux. Toi aussi, d'ailleurs. » C'était vrai. Élodie avait retrouvé une joie de vivre qu'elle pensait avoir perdue à jamais. Leur petit appartement au cœur du vieux Lyon, avec vue sur la Saône, était devenu un véritable foyer. Elle avait repris ses études par correspondance pour obtenir son diplôme d'institutrice et donnait déjà des cours particuliers aux enfants du quartier. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ?» dit-elle à Clara. « C'est qu'on s'est choisi, vraiment choisi, sans contrainte, sans pression. Et Bernard, il s'y fait ?» Élodie sourit. Leur beau-père avait d'abord été catastrophé par la déchéance de son gendre. Puis, en voyant leur bonheur évident lors de ses visites à Lyon, il avait fini par comprendre que la richesse ne faisait pas tout. Il commence à apprécier Mathieu pour ce qu'il est vraiment. Et puis, il adore quand Mathieu lui explique les techniques de sertissage. Ça lui rappelle son travail dans les vignobles, le travail manuel, l'artisanat. Elles entrèrent dans la boutique, où l'odeur du métal chauffé et le bruit délicat des outils créaient une ambiance apaisante. Pierre Dubois, le propriétaire, leva la tête de son établi. « Ah, Élodie, et voici la fameuse Clara !» Le quinquagénaire aux cheveux poivre et sel sourit chaleureusement. « Mathieu nous a tellement parlé de vous. En bien, j'espère, » dit Clara en rougissant légèrement. « Que du bien, il est très fier de sa belle-sœur médecin. » Mathieu releva enfin la tête, un sourire immédiat, illuminant son visage en voyant les deux sœurs. Il posa délicatement sa pièce en cours et s'approcha d'elle. « Clara ?» Il l'embrassa affectueusement sur les joues. « Comment s'est passé ton examen d'anatomie ? Réussi haut la main, grâce au livre que tu m'as offert. Tant mieux. Et toi ?» Il se tourna vers Élodie, et le regard qu'ils échangèrent était chargé de cette intimité complice qui ne cessait de grandir entre eux. « J'ai une nouvelle, » dit-elle mystérieusement. « Bonne ou mauvaise ? Excellente. J'ai reçu une réponse de l'école primaire Saint-Laurent. Ils m'offrent un poste de maîtresse pour la rentrée prochaine. » Le visage de Mathieu s'éclaira d'une joie pure. Élodie, c'est merveilleux. Il la prit dans ses bras et la fit tournoyer sous les regards attendris de Clara et Pierre. Quand il la reposa, ses yeux brillaient d'émotion. « Votre mère serait si fière, » murmura-t-il. « Elle le serait de nous deux, » répondit Élodie en caressant sa joue. « Regardez ce que vous avez accompli ici. Ces bijoux, ils ont une âme. » C'était vrai. Les créations de Mathieu, inspirées de la nature et des émotions humaines, rencontraient un succès grandissant. Sa collection Renaissance, bagues et colliers évoquant les saisons de l'amour, était déjà commandée par plusieurs boutiques de luxe parisiennes. « J'ai une surprise moi aussi, » annonça-t-il en retournant à son établi, « pour célébrer votre nouveau travail. » Il revint
avec un petit écrin de velours bleu. À l'intérieur, une bague d'une beauté saisissante, un saphir étoilé entouré de diamants taillés comme des pétales de rose. Mathieu, Élodie en eut le souffle coupé. Ce n'est pas une bague de fiançailles, précisa-t-il en la lui passant au doigt. C'est une bague de promesse, la promesse que nous nous choisirons chaque jour, librement, pour le reste de notre vie. Clara essuya une larme discrète. Vous allez me faire pleurer. Pas le droit, dit Mathieu en riant. Une future médecin ne pleure pas. Le reste de l'après-midi se passa dans la joie. Ils visitèrent le vieux lion, dînèrent dans un bouchon traditionnel, et Clara raconta ses anecdotes d'étudiante. Quand vint l'heure de la raccompagner à la gare, ils formaient vraiment une famille unie. Tu sais, dit Clara à Élodie pendant que Mathieu achetait les billets, au début, j'avais peur que tu sacrifies ta vie pour moi. Mais finalement, ce mariage t'a mené exactement où tu devais être. Comment ça? Tu es devenue celle que maman voulait que tu sois, amoureuse, épanouie, libre de tes choix. Et ton Mathieu, elle sourit. Il te regarde comme papa regardait maman, avec cette adoration tranquille qui dit que tu es tout son univers. Dans le train qui ramenait Clara à Reims, Élodie et Mathieu marchèrent le long de la Saône, main dans la main. La nuit était douce, et Lyon scintillait de 1000 feux. « Des regrets ?» demanda-t-elle, question rituelle qu'ils se posaient parfois. « Aucun. Et vous ?»« Aucun. » Elle s'arrêta et se tourna vers lui. « Mathieu ? Oui ? Je crois que nous sommes prêts. Prêts pour quoi ? Pour un vrai mariage. Celui que nous aurions choisi si nous nous étions rencontrés naturellement. » Mathieu la regarda, comprenant immédiatement ce qu'elle voulait dire. « Vous voulez qu'on se remarie ? Je veux qu'on renouvelle nos vœux, devant nos familles, nos amis, avec nos propres mots, nos propres promesses, pas celles d'un contrat, mais celles de notre cœur. Et où voulez-vous célébrer cela ?» Élodie sourit, ses yeux pétillants de malice. « À Verzy, dans l'église où ma mère s'est mariée, avec Clara comme témoin, Bernard pour me conduire à l'autel, et votre mère, si elle veut bien venir. Elle viendra, » assura Mathieu. Marguerite Delacroix ne rate jamais une occasion de porter un grand chapeau et de pleurer discrètement. Et puis, il sourit. Je crois qu'elle commence à vous apprécier. Vraiment ? Elle m'a dit la semaine dernière que vous aviez du caractère et de la classe. Venant d'elle, c'est un compliment royal. Ils reprirent leur marche, planifiant déjà cette nouvelle cérémonie qui scellera définitivement leur amour choisi. Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient comme des promesses. Et Élodie eut la certitude que quelque part, Marie-Claire souriait en voyant sa fille heureuse. Leur conte de fées n'avait pas commencé par « il était une fois », mais par un contrat de mariage. Il n'en était que plus beau. Un an plus tard, par une matinée de juin ensoleillée, le petit village de Verzy s'éveillait dans l'effervescence. L'église Sainte-Marguerite, normalement si tranquille, bruissait d'une activité inhabituelle. Des guirlandes de roses blanches et de lavande ornaient le portail, et un tapis de pétales jonchait l'allée centrale. Élodie se préparait dans la maison de son enfance, celle-là même qu'elle avait cru perdre 2 ans plus tôt. Dans la chambre où elle avait grandi, entourée de Clara, de Marguerite Delacroix et de Céleste, la styliste parisienne devenue une amie, elle enfilait une robe simple mais élégante qu'elle avait choisie elle-même. Pas de dentelle précieuse, ni de perles rares, mais de la soie ivoire fluide qui épousait naturellement ses formes. « Tu es radieuse », murmura Clara, en ajustant le voile de tulle, cadeau de Marguerite qui avait insisté pour qu'Élodie porte celui de sa propre mère. « Je me sens complète », répondit Élodie en se regardant dans le miroir ancien, comme si tout ce qui m'est arrivé m'avait mené exactement où je devais être. Marguerite Delacroix, splendide dans un tailleur bleu roi et un chapeau orné de plumes, s'approcha d'elle. Leur relation s'était considérablement adoucie au fil des mois. En voyant le bonheur évident de son fils et la façon dont Élodie l'avait transformé, elle avait fini par reconnaître que l'amour valait parfois plus qu'un empire. « Élodie, » dit-elle en sortant un écrin de sa pochette, « j'aimerais vous offrir quelque chose. » À l'intérieur brillaient les boucles d'oreilles de saphir que portait la grand-mère de Mathieu le jour de ses noces. Elles appartiennent à la mariée de la famille depuis 4 générations. Je serais honoré que vous les portiez. Élodie sentit sa gorge se serrer d'émotion.
Madame Delacroix, Marguerite, corrigea la dame avec un sourire rare mais sincère. Nous sommes famille, maintenant. Et appelez cela de l'intuition maternelle, mais je pense que mon futur petit-fils ou ma future petite-fille aura de la chance de vous avoir comme mère. Le sous-entendu fit rougir Élodie. Elle et Mathieu avaient effectivement commencé à parler d'enfants, non plus comme d'une obligation dynastique, mais comme d'un désir profond de créer une famille unie et aimante. Un coup frappé à la porte annonça l'arrivée de Bernard, ému aux larmes dans son costume du dimanche. « Ma chérie, il est temps. » L'église était comble. Pierre Dubois et toute l'équipe de l'atelier étaient venus de Lyon, ainsi que les anciens collègues parisiens de Mathieu qui avaient refusé de cautionner sa destitution. Marcel, le restaurateur du Marais, était assis au premier rang, essuyant discrètement ses yeux avec son mouchoir. Mais quand les premières notes de la marche nuptiale résonnèrent et qu'Élodie apparut au bras de Bernard, tous les regards convergèrent vers Mathieu. Debout devant l'autel dans un costume gris perle qu'il avait choisi lui-même, il regardait s'avancer la femme de sa vie avec une émotion si pure qu'elle transperça le cœur de tous les invités. Clara, resplendissante dans sa robe de demoiselle d'honneur couleur lavande, précédait Élodie en semant des pétales de rose. À 18 ans, elle rayonnait de joie de voir sa sœur si heureuse. Quand Bernard plaça la main d'Élodie dans celle de Mathieu, ce geste simple scella symboliquement l'union de deux familles qui avaient appris à s'aimer par-delà leurs différences. Le père Martineau, curé du village depuis 40 ans, sourit en ouvrant son livre. « Mes chers enfants, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer non pas un premier mariage, mais le renouvellement de vœux d'Élodie et Mathieu. Car l'amour véritable mérite d'être célébré quand il naît, mais aussi quand il grandit et se fortifie. » Mathieu prit les mains d'Élodie dans les siennes, et sa voix porta clairement dans l'église silencieuse. « Élodie, il y a 2 ans, je vous ai épousée par nécessité. Aujourd'hui, je vous épouse par choix. Vous m'avez appris que l'amour n'était pas une faiblesse mais une force, que le bonheur n'était pas un luxe mais un droit, que la simplicité valait plus que toutes les richesses du monde. Je promets de vous chérir chaque jour, de protéger vos rêves, de grandir à vos côtés et de vous aimer avec la même passion qu'aujourd'hui, même quand nous serons vieux et gris. » Élodie, les yeux brillants de larmes de joie, répondit d'une voix ferme. « Mathieu, vous m'avez sauvé de bien plus que la ruine financière. Vous m'avez sauvé de la résignation, de la peur d'être heureuse, de l'idée que je ne méritais pas d'être aimée pour ce que je suis. Vous avez choisi de tout perdre plutôt que de me trahir, et cela m'a appris ce qu'était l'amour véritable. Je promets de vous aimer dans la richesse comme dans la pauvreté, de soutenir vos rêves comme vous soutenez les miens, et de construire avec vous la famille aimante que nous avons tous les deux toujours désirée. » Quand ils échangèrent les alliances, de simples anneaux d'or que Mathieu avait forgés lui-même dans son atelier, l'émotion était palpable dans toute l'assemblée. « Vous pouvez embrasser la mariée », annonça le père Martineau avec un sourire complice. Le baiser qu'ils échangèrent n'avait rien à voir avec celui timide et contractuel de leur première cérémonie. C'était un baiser de passion, de promesse, d'amour total qui arracha des applaudissements enthousiastes à l'assistance. La réception se déroula dans les jardins de la maison familiale, sous des guirlandes de lumière et un ciel étoilé. Marcel avait exceptionnellement fermé son restaurant pour venir cuisiner le repas, et chaque plat était un chef-d'œuvre d'amour et de tradition française. Au moment du gâteau, une simple tarte aux fraises préparée par Clara selon la recette de leur mère, Mathieu se leva pour porter un toast. « Il y a 2 ans, j'ai épousé Élodie Martin parce que j'avais besoin d'une épouse. Aujourd'hui, j'épouse Élodie Delacroix parce que je ne peux plus imaginer ma vie sans elle. » Il leva son verre de champagne de Reims. « À l'amour qui transforme les contrats en contes de fées et les mariages de raison en histoires d'amour éternel. À l'amour », reprirent en chœur tous les invités. Plus tard dans la soirée, tandis que les derniers invités dansaient sur la petite piste improvisée, Élodie et Mathieu s'éclipsèrent discrètement vers le petit jardin où Marie-Claire cultivait ses roses. Sous le clair de lune, les fleurs exhalèrent leur parfum dans l'air tiède de juin. « Vous pensez qu'elle nous voit ?» demanda Mathieu en contemplant la photo de Marie-Claire accrochée au rosier qu'elle préférait.
J'en suis certaine, répondit Élodie en se blottissant contre lui, et je pense qu'elle est fière de nous. Nous avons réussi, n'est-ce pas? Quoi donc? À prouver que l'amour peut naître même dans les circonstances les plus improbables, que deux étrangers peuvent devenir âmes sœurs, que les fins heureuses existent vraiment. Élodie sourit, caressant l'alliance qu'il venait de lui passer au doigt. Nous avons fait mieux que ça. Nous avons prouvé que l'amour véritable vaut tous les sacrifices. Dans le silence de la nuit champenoise, enlacés au milieu des roses de Marie-Claire, ils savourèrent ce moment de bonheur parfait. Leur histoire avait commencé par un mariage forcé, mais elle se poursuivrait par un amour libre et choisi. Et si les contes de fées se terminent par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », l'histoire d'Élodie et Mathieu prouvait que parfois, la vraie vie peut dépasser la fiction. 3 ans plus tard, quand leur premier enfant, une petite fille aux yeux bleus de son père et au caractère déterminé de sa mère, vit le jour dans leur maison de Lyon, ils l'appelèrent Marie-Claire. Car certains amours transcendent les générations et méritent d'être perpétués. Et si vous passez un jour par Lyon, arrêtez-vous devant l'atelier des gemmes. Vous y verrez peut-être un homme aux tempes grisonnantes créer des bijoux magnifiques pendant qu'une femme aux yeux pétillants raconte des histoires à des enfants. Car Élodie avait finalement ouvert sa propre école et Mathieu était devenu l'un des joailliers les plus réputés de France. Ils avaient perdu un empire, mais gagné l'univers.